Passons à une autre application de ce que nous avons vu avec les canaux, les courants ioniques à travers la membrane, la dépolarisation, etc. Abordons la question des sens, en commençant par le goût. Donc, quand on parle de sens, d'une manière générale, il faut distinguer les sensations des perceptions. Alors, la sensation, c'est le phénomène primaire, c'est l'excitation par un stimulus. Et puis la perception, c'est l'interprétation de la sensation. La sensation, c'est par exemple la possibilité d'être excité quand il y a du salé dans la salive, quand nous mangeons quelque chose de salé. Alors quelque chose de salé, le plus souvent, ça va être du NaCl. Le NaCl en dilution dans la salive va se séparer en Na+, et Cl-, et nous allons voir que ce qui contribue à la sensation salée, du goût salé, c'est le sodium, l'entrée de sodium. Et puis pour identifier que c'est en effet salé, il y a un travail qui doit être fait, non seulement à partir de l'information de sensation du goût salé, mais aussi d'autres choses, ce que nous savons, ce que nous avons appris, ce que nous sentons, ce que nous avons senti en même temps, etc., qui va nous permettre d'avoir cette conscience, cette perception consciente qui correspond à la sensation du goût salé. Attention, nous verrons aussi qu'il est possible d'avoir une sensation sans perception. Pour l'instant, par exemple, vous êtes capable de sentir que vous portez des vêtements, mais avant que je l'ai dit, probablement vous ne le perceviez pas, que vous aviez inhibé l'interprétation de cette sensation, pour rester bien concentré par rapport à ce que je suis en train de vous dire. L'inverse est possible aussi, on pourrait avoir une perception sans qu'il y ait une sensation de base, une interprétation, si vous voulez, erronée, qui nous donne vraiment tout à fait la conscience, la prise de conscience que nous percevons quelque chose, même si c'est sans sensation. Il peut s'agir d'une illusion ou d'autres choses encore comme ça. Mais donc dans les organes des sens, nous allons, dans le cadre de ce cours, nous intéresser à la sensation. Il existe aussi toute une neurophysiologie de la perception qui nous permet d'interpréter ces sensations. Pour le goût, la sensation, ça se passe au niveau de la langue. Ça se passe plus spécifiquement au niveau des papilles gustatives. Il y a peut-être d'autres cours qui détaillent comment ça se passe. Et je voudrais juste que nous regardions cette image où ici nous avons la langue, ici nous avons la salive. Et nous allons tout de suite nous intéresser à ces cellules qui sont les cellules gustatives. On les appelle comme ça, les cellules gustatives, les cellules du goût. Ces cellules gustatives ne sont pas des neurones, attention. Les neurones sont plus en aval. Voici les neurones gustatifs qui vont être excités par l'activation des cellules gustatives, et ces neurones vont relayer cette sensation une fois qu'ils sont excités, et puis au niveau du système nerveux central, nous aurons une interprétation de ce qui se passe. Cette structure, c'est la même pour tous les goûts de base. Et quand je dis goût de base, c'est que pour l'instant, nous connaissons 5 goûts de base. Donc ici, une autre illustration. La langue, l'endroit où se trouvent les papilles gustatives, ici un agrandissement sur une papille, et puis comment ça se passe? Alors, pour être dans le même sens que l'autre diagramme, nous voici là, voici la surface de la langue, la salive est ici, il y a ici un pore gustatif, un pore, P-O-R-E, gustatif, les cellules gustatives et les neurones gustatifs. Je dis, il existe 5 goûts de base qui ont été identifiés jusqu'à présent et qui sont assez universels. Il y a le goût salé, il y a le goût acide, ou sûr, on dit parfois, il y a le goût sucré, le goût amer, et pendant longtemps, on avait identifié que ces 4-là. Il y a un petit peu plus de 100 ans, un chercheur japonais était convaincu que s'il y a moyen de composer la palette des perceptions à partir de ces 4 goûts de base, il lui semblait qu'on ne pouvait pas traduire
à partir de ça, ce goût qu'il appelait vraiment délicieux des algues. Et plus tard, un autre chercheur japonais a réussi à identifier les cellules gustatives qui sont spécifiquement sensibles au goût savoureux, au goût qu'on appelle donc umami de ce mot japonais. Donc nous avons 5 goûts de base. Nous n'avons identifié pour l'instant que ces 5 goûts de base que nous allons étudier les uns après les autres. Nous allons voir qu'ils ont des mécanismes différents. Pendant longtemps, on a cru qu'il y avait 5 mécanismes qui étaient très très différents. Il y a quelques années, on a identifié beaucoup de similitudes entre ces 3 goûts-ci. Et puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes aussi entre ces 2 goûts-là. Si ces 5 goûts ont émergé, on peut se dire peut-être que le goût salé nous permet de repérer dans notre environnement des sels minéraux qui sont très importants en physiologie, notamment le sodium, et nous avons vu le rôle important que le sodium joue dans les cellules excitables, dans les neurones, au niveau des muscles, au niveau du cœur. L'acide et l'amer, peut-être, au contraire, sont des substances, se réfèrent à des substances que nous aimerions éviter, qui sont potentiellement dangereuses, potentiellement nocives, et donc il est important que nous identifions ce qui est acide, ce qui est amer. Ce que je propose, c'est pas moi qui l'ai proposé, je répète des conjectures qui se sont faites pour expliquer pourquoi ces 5 goûts auraient émergé. On peut se dire, voilà, on a besoin de trouver des sels minéraux, on doit se garder de consommer des choses qui seraient trop acides ou trop amères, parce que très souvent, ce qui est empoisonné, entre guillemets, contient des alcaloïdes, etc., que nous goûtons comme amers. Et puis, le goût sucré, un petit peu comme le goût salé, nous permettrait de trouver une source d'énergie. Nous allons voir que tout ce qui est sucré n'est pas énergétique. C'est le cas des édulcorants, et ce sera un exemple intéressant d'agoniste, de récepteurs particuliers qui reconnaîtraient les substances sucrées. Et puis l'umami, nous allons voir qu'il correspond à la reconnaissance du glutamate. Nous avons vu l'importance du glutamate dans la neurotransmission, mais l'acide glutamique est aussi un acide aminé, c'est-à-dire une composante des protéines. Vous voyez ce qu'on peut dire à ce stade-ci en guise d'introduction. Nous percevons d'autres nuances que ceci. Quand quelque chose est piquant, par exemple, une nourriture épicée, piquante, nous verrons qu'en fait, ça ne correspond pas à un des goûts de base, mais à de la nociception. Nous avons déjà rencontré cette notion. Donc, une sensation que nous avons tendance à interpréter comme de la douleur et qui nous prévient d'un danger potentiel, la nociception. Il y a aussi des éléments de texture que nous allons sentir avec d'autres voies de la sensibilité que les voies du goût. Il y a aussi l'odeur qui est associée à ce que nous mangeons et qui est sentie à partir d'un autre sens qui est l'odorat ou l'olfaction. On cherche encore éventuellement d'autres goûts, d'autres récepteurs, d'autres cellules gustatives spécialisées dans d'autres goûts, comme le goût pour le gras, pour des sucres lents, etc., etc. Ce sont des recherches qui sont compliquées et qui, pour l'instant, n'ont pas encore abouti. Donc je vous propose que nous commencions par le goût le plus simple au niveau physiologique, qui est le goût salé.